nous attendons maintenant vos remarques pour notre discussion. Well, thank you very much to both of you for this excellent presentation. Merci pour cette excellente présentation. Vous avez vraiment fait un excellent travail. Merci pour les recommandations supplémentaires que l'on n'avait pas eues dans le questionnaire précédemment. Par exemple, cette idée d'avoir ces questions à choix multiples pour les experts européens, c'était très intéressant. Et bien sûr, il y a toujours la crainte que parfois peut-être ChatGPT qui répondrait au questionnaire au lieu de l'expert et les questions donc de cybersécurité auxquelles on doit être aussi. Et moi j'ai déjà quelques questions et je suis sûre que la salle aura des questions aussi. Ma première question était de savoir donc lorsque l'on est radié et que l'on veut être réinscrit, comment est-ce que les juges, les parties, les avocats peuvent peut-être communiquer leur avis à cet organisme d'inscription pour qu'ils puissent faire donc une évaluation de la possibilité de réinscrire une personne ou un expert qui avait été radié. Donc, et ça nous amène à la question donc de la radiation ou de la désinscription. Et donc, est-ce que vous aviez réfléchi aux critères qui conduiraient à la désinscription ou à la radiation d'un expert? Est-ce que vous avez également réfléchi à la question de savoir si l'organisme d'enregistrement devrait avoir des statistiques? Généralement, la Commission européenne ou la CPJ nous dit qu'on n'a pas assez de statistiques sur les experts judiciaires. Est-ce que ça pourrait peut-être aussi relever de la mission de cet organisme d'inscription? La première question, donc, c'était comment est-ce que les juges donc pouvoir donner tout ce feedback à l'organisme d'inscription. Eh bien, l'idée, c'était d'une part pour un candidat à l'expertise judiciaire, donc demande donc des lettres de référence, des déclarations qu'il a travaillé avec la Cour et donc ou un rapport d'activité. Eh bien, à ce moment-là, on peut avoir une liste en disant j'ai fait par exemple telle et telle affaire devant tel tribunal et telle date, etc. Et il peut donc le juge peut à ce moment-là signer effectivement que l'expert était présent pour telle et telle affaire, etc. Ça, c'était une idée. Dossier de renouvellement de candidature, de renouvellement d'inscription, de candidature à renouvellement d'inscription, c'est le rapport d'activité en tant qu'expert judiciaire. Donc, normalement, le candidat va faire un track record et si ce track record rencontre un autre track record qui est celui des juges, donc ça suppose qu'effectivement, il y a des statistiques avec des petits drapeaux qui s'agitent devant les expertises qui auraient donné lieu à contentieux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail de rapprochement. Ce travail de rapprochement, il suppose qu'effectivement, l'institution judiciaire se dote des mécanismes de remontée de statistiques qui puissent être confrontés au dossier de candidature le moment voulu. Oui, j'ai une remarque là-dessus. L'opinion des juges est importante. L'opinion éventuellement des parties l'est aussi, parce que parfois, le rapport de l'expert est tellement bon que les parties vont, par exemple, transiger sur la base du rapport de l'expert. Le juge est content, c'est très bien. Parfois, je dois dire aussi que l'expertise se passe tellement mal qu'on transige le plus vite possible pour éviter d'en arriver à un rapport de l'expert, ce qui ne veut pas dire que l'expert était bon. Donc, la façon dont les juridictions vont apprécier le travail de l'expert, parce que peut-être ça n'entraîne pas de contentieux derrière le rapport, c'est intéressant, mais je pense qu'il faudrait inclure les parties et les avocats dans la possibilité de donner un feedback
dans l'évaluation des rapports, en fait. Voilà. On peut faire confiance, peut-être pas aux parties, mais en tout cas aux avocats, pour se plaindre devant le juge d'un mauvais service qui aura été rendu par l'expert. Donc, quelque part, cette information, elle va arriver sur le bureau du juge, et donc il faut que le juge, mais ça c'est en dehors de notre projet, il faut que le juge ait le moyen de faire remonter cette information jusqu'à l'instance de vérification des dossiers. Merci. Thank you. I would like to add that Merci beaucoup. J'aimerais ajouter quelque chose. L'expert judiciaire doit faire partie d'une procédure officielle parce que très souvent, il n'y a qu'une personne et si l'on autorise le commentaire ou la remontée d'informations, ça peut aussi générer d'autres difficultés ou d'autres contentieux. Disciplinaire, en fait, de l'organisme d'enregistrement, gestion des plaintes vis-à-vis des experts. C'est un sujet, et on voit qu'il a une adhérence forte avec ce mécanisme d'enregistrement et de réenregistrement, et de désenregistrement de radiation. Merci. Juste peut-être un petit mot sur les statistiques, si vous y avez réfléchi ou... On a constaté en tout cas que dans la majorité des pays, des informations basiques sur le nombre d'experts, le nombre de décisions, de mesures d'instruction sous forme d'expertise, ces données élémentaires n'étaient pas disponibles. Je crois que je ne serai pas contredit par monsieur le juge Di Pasquale pour dire que la CEPEJ peine aujourd'hui à obtenir ces informations des différentes juridictions, enfin des différents systèmes judiciaires, des différents ministères de la justice, parce que ces informations, elles existent au niveau local, dans la juridiction qui prend la décision, mais les mécanismes de consolidation de l'information ne sont pas aujourd'hui présents et sont des mécanismes qui supposent de modifier les systèmes informatiques en place, des systèmes informatiques locaux, dont le cycle de vie est extrêmement long. Et les modifications statistiques des systèmes d'information, l'informatique est un petit peu mon domaine, on sait que ces modifications sont lourdes, coûtent cher et donc doivent être arbitrées. Et on peut penser que des arbitrages statistiques seront toujours moins prioritaires que des arbitrages d'amélioration opérationnelle, rendant la vie plus simple, la vie des greffiers plus simple au jour le jour. Donc voilà. Donc probablement les statistiques sont des outils, est un outil indispensable pour permettre la remontée des informations jusqu'à l'organe de gestion des registres. Mais on peut craindre que cette information soit manquante pendant encore pas mal de temps dans certains pays et qu'il faille trouver d'autres mécanismes pour arriver à appréhender ces questions. Merci Benoît. Prochaine question. I have a question. Do you think that Une question. Pensez-vous que ce type de liste ou d'annuaire devrait être sur une base volontaire ou bien est-ce que chaque pays devrait disposer uniquement de ce type d'annuaire? Donc devrait-il y avoir, la question est-elle, devrait-il y avoir une seule liste ou un seul annuaire ou bien plusieurs mais qui fonctionnent selon le même système? Réponse au micro. Réponse en micro. Qu'en pensez-vous? Réponse. J'aimerais vous demander si vous pensez que il faudrait dresser donc un annuaire ou une liste d'experts qui disposent d'une expérience à l'international. Les micros fonctionnent-ils mal? L'interprète présente ses excuses. Bon, j'ai besoin d'un expert judiciaire juridique dans mon pays. Je dois pouvoir disposer d'une liste de ce type. Donc, je peux avoir recours à la liste de mon pays
Mais il faut au moins savoir qu'une telle liste existe. Ou est-ce qu'il y a une seule liste sur EUREP, EuroX? Réponse hors micro. La discussion a lieu en partie sans micro. You have two goals. Si j'ai bien compris, vous avez deux objectifs, deux buts. D'une part, vous voulez faciliter la reconnaissance mutuelle du processus d'expertise entre les pays. Donc, ce qui se pratique dans un pays soit reconnu et accepté par un autre pays. C'est ce que Béatrice a décrit avec les domaines d'expertise. Lorsque vous avez un expert qui est spécialisé en Allemagne sur un domaine, qu'il puisse exercer où qu'il soit, qu'il y ait une garantie de qualité en quelque sorte, même s'il n'est pas inscrit sur l'annuaire français. Donc, il y a des critères qui ont été remplis. Et donc, pour avoir des connaissances, un savoir-faire qui soit garanti, disponible, et donc avoir un minimum de niveau d'expertise auquel puisse se fier un juge allemand, italien, français, etc. Le deuxième objectif est de permettre aux juges de sélectionner des experts dans d'autres pays pour permettre aux juges de trouver de meilleurs experts pour répondre à leurs besoins locaux. Ça, c'est un objectif secondaire, mais il est là. Et je pense qu'il est tout à fait légitime aussi. Ce besoin, cet objectif serait donc garanti par une liste commune. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moi, je voudrais participer à la discussion, qui est très intéressante. Vous voulez donc, je note, donner la possibilité aussi d'évaluer les experts. Mais vous n'avez pas encore vraiment mentionné ceci. Donc, comment évaluer le travail d'un expert au fur et à mesure que l'expert travaille? Donc, s'il est là, par exemple, s'il est certifié pour une période de 5 ans, plus longtemps, donc comment évaluer le travail d'un expert une fois qu'il a été certifié? Et autre chose aussi à laquelle il faudrait peut-être réfléchir, c'est dans le cadre d'une étude ou d'un sondage, donc ça aussi, c'est un aspect sur lequel vous pourriez peut-être vous pencher. Have on those survey are judges and lawyers. I am not too sure the parties will always be very. Donc nous pensons qu'il est important de pouvoir donner un avis tout à fait objectif et fiable sur les experts, sur les compétences des experts. La question de l'évaluation des experts par les juges, je reviens sur cette question. Vous avez dit que ceci était en dehors du champ d'action du projet. Pourquoi est-ce que vous pensez que cette question... donc, est-ce qu'on met en place un système qui permettrait aux juges de faire un rapport de la qualité du travail des experts? Pourquoi est-ce que cela ne fait pas partie, n'est pas dans le champ ne fait pas partie du champ d'application du projet, selon vous? Réponse. Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais la question qu'on a soulevée dans le groupe, c'est concerner les documents, les preuves que devait apporter un candidat à la certification dans son dossier de demande de certification en tant qu'expert. Et non pas le processus inverse du côté du juge pour questionner ou remettre en question cette certification. Alors c'est vrai, vous avez raison, ça manque dans notre approche, dans notre projet. C'est un volet qui n'a pas été traité. Moi, je suis expert en transport et en dynamique des liquides, des fluides. Le domaine de l'expertise a été très bien expliqué, mais je pense qu'un expert dans le passé était quelque chose, ou un terme qui était expliqué, par exemple, à un chirurgien cardiaque, qui avait une qualification qui était universelle, en quelque sorte, les opérations du cœur.
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de domaines d'expertise. Par exemple, sur la cuisine, la transformation des aliments, le foot. Et je pense qu'en foot, on a beaucoup d'experts. Beaucoup de personnes dans la salle ici se considéraient certainement comme experts en foot. Mais celui qui va gagner la Ligue des champions, le véritable expert, est le véritable expert. Alors en fait, on revient à la définition de l'expert. Et cette définition s'élargit en fait au fur et à mesure qu'on ajoute des disciplines ou des champs d'expertise. Les joueurs de foot n'ont pas de diplôme universitaire, forcément. Et est-ce qu'ils ne sont pas experts en foot pour autant? Parce qu'ils n'ont pas de diplôme universitaire? Alors en fait, ce qui se cache derrière votre question, c'est comment évaluer un expert? Réponse en micro. Réponse sans micro. Intervention sans micro. Intervention sans micro. Je pense que la définition faisait partie du champ de travail du groupe de travail numéro 1, n'est-ce pas? Et on pourrait répondre ainsi. Un expert adéquat, c'est un expert qui comprenne vraiment quelles sont ses obligations vis-à-vis du tribunal. Et ceux-ci ont été établis dans une liste, donc l'impartialité, l'indépendance, etc. Tout ce qui a été dit précédemment. Et nous essayons d'apporter une réponse à votre question ici avec le test à choix multiples pour trouver une interprétation commune de ce qui se cache derrière ce terme. Parce que les mots sont universels, impartialité, indépendance. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière l'indépendance, l'impartialité d'un expert? Et nous voulons encourager une définition ou une compréhension universelle, commune au niveau européen au moins, de ces termes, et les mettre au niveau de chaque organisme pour l'évaluation d'un candidat à la certification d'expertise. Que comprend ou comment un candidat donc, au poste d'expert ou au titre d'expert va considérer ou voir ces éléments? Trois groupes qui traitaient de cette problématique du registre, mais il me semble qu'il y a des critères qui manquent totalement. Et donc c'est à vous que je le pose parce que vous êtes les derniers, hein, mais premièrement, l'acceptation par les experts de faire des expertises dans un contexte international. Je pense que ça devrait figurer, enfin je demande votre réaction puisqu'on est là dans le débat pour l'instant, pas dans les décisions. Ne faudrait-il pas prévoir une case? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je suis disponible pour faire ça? Ça restreindrait déjà aussi probablement considérablement la complexité de la mise en place. Puisque seuls ceux-là, finalement, devraient répondre à tous les critères qui seraient des critères un peu harmonisés. Pour les autres, on s'en fiche. Chaque État membre fait ce qu'il veut. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il manque, c'est les langues. Dans quelle langue vous êtes prêt à faire une expertise? Parce que ça, c'est un renseignement extrêmement important pour un juge et pour l'expert lui-même. Mais d'abord pour le juge. Il y a certains pays où des expertises en anglais, même en anglais, sont irrecevables. Sont irrecevables. Elles doivent être dans la langue de la procédure.
Donc je m'interroge sur ces deux points-là. Est-ce que ça n'est pas manquant dans la perspective d'un registre européen à la disposition des juges, l'acceptation de principes et la langue, et les langues dans lesquelles vous acceptez de faire des expertises? Merci beaucoup pour votre question. Je crois que Jean-Raymond Lemaire voudrait répondre. Oui. Alors, monsieur l'expert, monsieur le juge, monsieur le professeur, nous avons ça en tête. Le groupe suivant, qui n'est pas soumis aux travaux du jury, va vous éclairer sur le joint entre les travaux, je dirais, un peu plus intellectuels et la cuisine qui consiste à faire l'informatique. Le micro est comme ça ? Ça fonctionne bien ? Bon. Donc, ce que je disais, tout ce qui va faire le lien entre ces travaux intellectuels qui nécessitent d'être poussés en Europe et la cuisine informatique de faire un annuaire est soumis à des contraintes qui sont externes à ces débats. Sur la première question qui est posée sur l'évaluation des experts, on n'est pas rentré là-dedans parce que c'est injouable pour l'instant dans nos capacités. On en reparlera tout à l'heure. On n'a pas la capacité à travailler sur l'évaluation des experts. J'espérais que la CPEJ se mette un chantier sur l'évaluation des juges. Comme ça, nous pourrions se mettre dans la roue, pour reprendre un mot cycliste cher dans votre pays. On pourrait se mettre dans la roue de la CPEJ et essayer de bénéficier de leurs travaux. Sur le deuxième point, on a un objectif extrêmement limité, ce que je vous disais ce matin, et on va en reparler très rapidement cet après-midi dans l'autre groupe, c'est déjà de rendre ça faisable et en prenant en compte les contraintes de chaque pays. Par exemple, un pays qui a décidé d'avoir un registre tenu par le ministère de la Justice qui va donner toutes les informations, et puis un registre qui est tenu par chaque juge comme en Italie, et là il y a un grand écart, donc on est contraint. Donc il y a ces travaux intellectuels très intéressants et qu'on utilisera dans le futur et qu'on fera évoluer, et puis il y a la réalité d'arriver à un résultat dans les années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions immédiates ou en ligne? Non. Alors, moi, j'en avais une encore, je crois qu'on en a discuté pendant la pause. C'était, est-ce que le lieu de résidence de l'expert doit être un critère pour être inscrit sur une liste locale, nationale? Je ne sais pas, est-ce que vous avez envisagé ça aussi? Alors, je pense qu'il y a le cas que vient d'évoquer, qui vient d'être évoqué, à savoir l'engagement de l'expert à assurer sa mission géographiquement. Donc, c'est une façon de le traiter que de lui demander, effectivement, dans son dossier de candidature, la géographie sur laquelle il accepte de s'engager, à la fois en matière de couverture géographique et de couverture linguistique, on va dire. C'est une approche. Mais je voudrais aussi rebondir sur une proposition que vous avez faite. Pourquoi embarrasser des pays souverains dans les mécanismes de la gestion de leur liste nationale pour les experts qui ne souhaiteraient pas avoir à intervenir? Il y a un cas qui a été évoqué où l'expert qui a rendu son avis a été amené à intervenir dans une procédure internationale sans qu'ils en soient informés. C'est le cas où il a rendu son avis d'expert dans une instance française qui était un avatar d'une instance qui avait été initialement déposée en Allemagne. Et donc le rapport français va être présenté par la partie qui l'aura reçu. Et donc le système judiciaire français, en bonne coopération, doit un peu au système judiciaire allemand pour la bonne distribution de la justice en Europe, que les garanties sur la qualité de l'expert qui est intervenu en France soient présentées, en tout cas, à un niveau d'équivalence à celle qui est attendue d'un expert allemand. Faute de quoi, il faudra désigner un expert allemand pour recommencer l'expertise de l'expert français. Enfin, je pense qu'il y a quand même cette notion de reconnaissance mutuelle qui fait qu'on se doit un petit peu de promouvoir un standard, en tout cas un socle commun pour tout ça. Mais je m'éloigne un peu du sujet. You had a question before. Yeah. No. Vous aviez une question? It was in fact not a question, it's rather common to what
Pas tant une question qu'un commentaire concernant l'expert, l'expertise, le domaine d'expertise et comment les définir. Eh bien, je pense que le terme d'expert ou la démission d'expert est déjà précise et faite. C'est quelqu'un qui dispose d'un certain domaine de connaissances bien précis, spécialisé. Donc, il faudrait peut-être trouver un autre type d'expertise ou un autre domaine de pratique. Dans le domaine scientifique, il est facile de définir l'expertise en fonction des sciences. Mais il y a beaucoup de disciplines, par exemple la footballistique. Eh bien, là, on a besoin de quelqu'un qui possède de connaissances, mais qui ne font pas forcément partie d'une formation universitaire. Et donc, ce n'est pas scientifique non plus. Donc, il faudrait peut-être trouver un moyen d'avancer sur cette définition du domaine d'expertise, de manière à ce que cela puisse être ensuite appliqué aux experts d'une manière ou d'une autre. Pour qu'un expert, même sans diplôme sur le sujet, puisse faire son rapport d'expert et être véritablement reconnu comme expert en la matière. Donc, il faudrait vraiment réfléchir à cela. Si vous permettez un commentaire, et Madame parle de nouveau son micro. Alors, les experts sont qualifiés aujourd'hui par leur expérience, pas forcément par leur formation, leur diplôme, mais plutôt par leur expérience. Donc, sur des questions de foot, par exemple, il faut qu'ils aient une expérience dans le monde du foot. Bon, leur expertise est peut-être rarement requise. Et la question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à suivre des formations continues et puis leur responsabilité, engager leur responsabilité? Alors, s'ils interviennent une fois tous les... je pense qu'il est difficile de dire, bon, à ce moment-là, on peut difficilement exiger d'eux qu'ils soient experts au titre d'un expert avec tous les critères que nous avons fixés. Mais peut-être que ça aussi, c'est une question qui pourra être abordée par le groupe suivant lorsqu'on va parler de nomenclature. La nomenclature, c'est quelque chose qui évolue constamment. La science évolue tous les jours, il y a de nouveaux domaines et champs d'expertise qui apparaissent chaque jour, et donc la nomenclature est par nature donc dynamique, évolutive. Merci beaucoup pour votre intervention, vos réponses, vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons vous proposer une pause café. Nous reprenons pour l'exposé suivant dans 20 minutes, je pense. Merci.